Velázquez, El Greco, Murillo, Zurbarán, Fernandez. Autant de noms célèbres des XVIe et XVIIe siècles. Ils sont artistes, vivent en Espagne et travaillent pour le roi ou l'Église. L'art s'inscrit alors à la croisée de la religion et des guerres. Comment expliquer que 300 ans plus tard, leurs œuvres continuent de nous toucher au cœur? L'Estrémadure, dans la partie sud-ouest de la Meseta, en Espagne, est une région inhospitalière. À l'écart des centres urbains se trouve un impressionnant sanctuaire, le monastère royal de Santa Maria de Guadalupe. Christophe Colomb s'en est inspiré pour baptiser l'île, aujourd'hui connue sous le nom de Guadeloupe. De retour au pays après une traversée sans encombre, les marins reconnaissants font des offrandes d'or, d'argent et de pierres précieuses à la Vierge Noire de Guadeloupe, leur butin récolté en Amérique. Voici la salle de la Vierge, un espace qui lui est entièrement consacré et qui abrite sa statue. Elle se trouve dans ce cabinet. Cette salle a été construite à la fin du XVIIe siècle et décorée au XVIIIe. Comme vous le voyez, elle est de style baroque. À Guadeloupe, nous sommes plongés au cœur de l'âge d'or espagnol. La sacristie du monastère. Au milieu du XVIIe siècle, les moines hieronymites décident de la doter d'un riche décor. Ils font appel au peintre Francisco de Zurbarán. Tout est resté en l'état. Je viens ici tous les jours. Et ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce monastère. Et tous les jours, j'éprouve un sentiment d'émerveillement. Vous avez là les tableaux peints par Zurbarán. Il y en a dans la sacristie et dans la chapelle de Saint-Jérôme, où l'on peut admirer 3 œuvres majeures, notamment le tableau central de ce retable, considéré comme une des œuvres les plus importantes du peintre. On l'appelle la perle de Zurbarán. C'est une toile magnifique. L'apothéose de Saint-Jérôme fait partie d'un cycle de tableaux consacrés à la vie du saint. Zurbarán est surnommé le peintre des moines. Sa peinture rend à la perfection le recueillement propre à la vie monastique. Les ordres religieux sont très demandeurs et ont les moyens financiers de lui passer de nombreuses commandes. À l'époque, les ordres religieux sont très puissants et passent d'innombrables commandes. Ils estiment que pour Dieu, rien n'est trop beau, peu importe le prix. Zurbarán est l'un des peintres les plus brillants du siècle d'or espagnol. En 1631, il reçoit commande d'un retable monumental pour le collège dominicain de Séville. L'apothéose de saint Thomas d'Aquin mesure presque 5 mètres de haut. Chaque visage constitue un portrait à part entière. Zurbarán est un peintre très apprécié de son vivant. Les édiles de Séville le pressent de quitter son village andalou pour venir s'installer dans l'opulente cité. Le provincial devient maître peintre et connaît la consécration grâce à une composition pour la cathédrale de Séville.
Zurbarán respecte à la lettre les exigences de ses commanditaires, eux-mêmes tributaires du programme iconographique du Vatican. Depuis le Concile de Trente, l'art sacré est codifié afin de mieux mettre en valeur la religion catholique. La peinture doit exprimer le recueillement, la pureté, l'ascétisme. Zurbarán remplit son contrat avec brio. Loin d'être bridé par ces règles, il réussit même à créer des œuvres très personnelles et d'une grande originalité. Vers 1650, il peint Saint Luc en peintre devant la crucifixion. On suppose qu'il se représente lui-même sous les traits du saint, à côté du Christ en croix. À la main, sa palette et ses pinceaux. Le peintre en recueillement. On a l'impression de contempler l'âme de Zurbarán. Le public d'aujourd'hui est encore sensible à ce moment de paix intérieure. Le siècle d'or reste gravé dans la mémoire des Espagnols. C'est une période faste. En Espagne, il s'est produit une situation paradoxale. Cette période de grand rayonnement culturel n'a pas eu son pendant sur le plan politique. Au XVIe et XVIIe siècle, dans l'Empire espagnol, le catholicisme est la religion d'État. Les monarques qui se succèdent cherchent à la préserver ou l'imposer dans les territoires conquis. L'art ne sert pas seulement la propagande de l'Église, il sert aussi celle de la couronne. Au milieu du XVIe siècle, Philippe II, surnommé le roi catholique, fait construire dans la région de Madrid le site de Saint-Laurent de l'Escurial. L'ensemble, composé d'un monastère et d'un palais, est un modèle de sobriété et d'austérité à la gloire de l'ascétisme. Philippe II, fils aîné de Charles Quint, a hérité d'un immense empire. Les colonies d'Amérique, les Pays-Bas, la Bourgogne, la Sicile, la Sardaigne, Naples, Milan. L'Empire espagnol est un empire bureaucratique et géré à distance, comme on peut le constater aux centaines de milliers de documents expédiés aux quatre coins du monde. Le siège de la monarchie est un lieu cosmopolite qui concentre tous les pouvoirs. Et c'est vers ce centre de décision qu'accourent de toutes parts de nombreux peintres en quête de renommée. Parmi ces peintres en quête de renommée à la cour d'Espagne, l'un est né en Crète et exerce son art en Italie. Au printemps 1577, il arrive à Tolède. Son nom, Dominikos Theotokopoulos. Mais il se fait appeler en toute simplicité El Greco, le grec. Il va immortaliser la cité royale de Tolède dans une série de tableaux d'une grande modernité pour l'époque. El Greco fréquentait une église paroissiale de la vieille ville. Elle abrite un précieux patrimoine dont le père Gerardo Ortega est le gardien. Il s'agit d'un des chefs-d'œuvre du peintre. Le tableau est exposé dans une salle séparée pour éviter que le flot de touristes ne perturbe le bon déroulement des offices. Il s'intitule « L'enterrement du comte d'Orgaz ». Vous avez un instant? Regardez bien ce que je vais vous montrer. Vous allez voir la profondeur de ce tableau. Regardez.
Observez bien ce qui va se passer, rien qu'un instant. Vous voyez un homme qui donne des explications tout en se promenant au milieu des personnages. D'après l'actuel curé de Santo Tomé, le père Gerardo Ortega, il n'est pas farfelu de penser que ce personnage est Don Andrés Núñez, de Madrid, celui-là même qui a commandé cette incroyable œuvre d'art au Greco. Mais que raconte ce tableau énigmatique? Il raconte l'histoire d'un gentilhomme, le dernier comte d'Orgaz, qui lègue une fortune à sa paroisse. Seuls deux personnages regardent directement le spectateur. El Greco, au milieu, tous les autres regardent la scène. Et un jeune garçon. Lui aussi nous regarde. Il s'agit du fils d'El Greco, que le peintre élève seul après la mort de sa mère. Surplombant l'assemblée, un ange apparaît au centre, dans la partie céleste du tableau. Il porte un nouveau-né. Pour un chrétien, la mort n'est pas la fin. C'est le passage de cette vie à une autre. C'est une naissance. Et voici comment il la matérialise. Au-dessus des personnages se trouve un nuage qui s'étire de cette façon, représentant une vulve maternelle. L'âme, emportée par un ange, est comme enfantée en passant de la terre au ciel. C'est pourquoi la mort est une mise au monde, une naissance. Parmi les personnages célestes, El Greco fait aussi figurer le roi Philippe II. On le reconnaît facilement à son teint pâle de Habsbourg. El Greco l'a peint parmi les saints en signe de respect, et parce qu'il veut lui plaire en tant qu'artiste. Le peintre réclame 1200 ducats pour son tableau, ce qui déclenche une polémique. Deux experts sont mandatés. Ils évaluent la toile à 800 ducats. L'archevêché est finalement saisi du litige. Le curé de Santo Tomé a dit au Greco que la paroisse n'avait pas d'argent pour le payer. Alors le peintre a insisté auprès de l'archevêché de Tolède et a menacé de saisir les autorités romaines. Une nouvelle évaluation a été décidée. Deux nouveaux peintres l'ont estimé à 1600 ducats. El Greco a fini par se demander s'il verrait un jour son argent. C'était de la folie, une pareille somme. Finalement, le curé paiera de sa poche la moitié des 1200 ducats. L'autre moitié sera réglée par la paroisse grâce à l'argenterie de l'église. Le clergé de Tolède, séduit par la personnalité du peintre, lui confie de nouveaux contrats. El Greco s'installe dans la ville, qu'il magnifie dans un autre tableau. Il ne réussira jamais à se faire une place à la cour d'Espagne. Le style particulier d'El Greco, qui signe ses tableaux du nom de Dominikos Theotokopoulos, avec ses corps aux formes maniéristes, longilignes et ses couleurs crues, n'est pas du goût de Philippe II. Mais cela plaît aux autorités ecclésiastiques. La spiritualité intérieure serait ainsi mise en évidence. En 1600, El Greco se frotte à l'Inquisition espagnole. On lui commande un portrait du grand inquisiteur et archevêque de Séville, Fernando Niño de Guevara. Comment le représente-t-il? Assis en majesté ou s'agrippant aux accoudoirs? Un mélange de brutalité, de pouvoir et peut-être de doute intérieur. Le grand inquisiteur d'Espagne est nommé par le pape et sert le roi. Son rôle est de lutter contre les hérétiques et de défendre la religion catholique. L'Inquisition espagnole a pour objectif de renforcer les pouvoirs de l'Église, mais aussi la monarchie.
Ce tableau montre un tribunal inquisitorial. Sur l'ordre de l'Église catholique, les croyants d'autres confessions, mais aussi les juifs et les musulmans convertis, ainsi que les protestants, sont persécutés, torturés, condamnés au bûcher et exécutés en place publique. Quelle est l'attitude d'El Greco, un peintre de commande, vis-à-vis de cette brutale répression menée par l'Église catholique? Quelle pouvait être sa marge de manœuvre? Ces tableaux mettent en scène des motifs et des thèmes religieux. Mais El Greco s'en affranchit en développant un style pictural qui n'appartient qu'à lui. Il donne à la couleur une touche impressionniste qui continue de nous étonner. L'âge d'or de la peinture espagnole coïncide avec celui de la littérature. Les moulins à vent au sud de Madrid rappellent le chevalier à la triste figure. En 1605, Miguel de Cervantes publie son ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Mancha. Ce pauvre Don Quichotte se bat contre des moulins à vent, qui sont non pas des géants, mais des moulins. C'est quelque chose de très présent dans la culture hispanique de l'époque. Le mélange des idéaux classiques avec la vie pragmatique, terre à terre, avec les réalités très concrètes. C'est pourquoi, même si on voit les Espagnols comme des Don Quichotte, je crois que nous avons aussi quelque chose de Sancho Panza. Le siècle d'or aussi a quelque chose de Sancho Panza. L'empirisme et le pragmatisme. Et ça transparaît d'une certaine manière dans l'art de Gregorio Fernandez. Gregorio Fernandez est un contemporain de Cervantes et vit à Valladolid, où il s'est imposé comme l'un des maîtres de la sculpture religieuse polychrome. Dans l'esprit baroque, il était très important que l'image possède un degré de naturalisme extrême. Il ne s'agissait pas d'idéaliser la beauté, bien au contraire. On voulait produire un effet dramatique, tragique. Gregorio Fernandez étudie l'anatomie sur des personnes décédées et puise ces matériaux dans la nature. Le corps est en bois. Les ongles des mains et des pieds sont en cornes de taureau. Les dents sont en ivoire. Et il comble les plaies de morceaux de liège. Tous ces matériaux sont travaillés de manière à créer un choc émotionnel, pour donner l'impression d'être devant une personne en chair et en os et non devant une statue. C'est très caractéristique de l'art espagnol de l'époque. En 1606, Gregorio Fernandez installe son atelier à Valladolid. Sous le règne de Philippe II, la ville devient la capitale de l'Espagne pendant 5 ans. Les artisans, les artistes et les littérateurs suivent la cour royale dans l'espoir de trouver du travail.
Les communautés religieuses leur emboîtent le pas. Gregorio Fernandez exécute des commandes pour les carmélites et les jésuites. Ces monumentales sculptures en bois étaient jadis portées dans les rues de Valladolid lors de processions. C'était l'unique occasion de les voir d'aussi près. Jusque dans les moindres détails de l'étoffe et du lassage. À l'époque, la sculpture devient très importante du fait que la peinture est un art beaucoup plus intellectuel. Un art qui joue avec les illusions. Comme le dit un prêtre du XVIe siècle dans un de ses sermons, la peinture est plus hypocrite car elle nous trompe. Mais la sculpture a une matérialité. Son propre volume lui confère une force qui impacte directement le spectateur, le fidèle. Pour l'Église, cette puissance expressive de la sculpture avait un plus grand pouvoir de séduction que l'image. La séduction était immédiate. Je pense que l'art, à l'âge d'or espagnol, devait être étroitement lié à l'esprit. Ces œuvres d'art sont pensées pour provoquer un choc, une vive émotion chez le spectateur. Au siècle d'or, on était conscient que l'on pouvait agir non pas tant sur la raison que sur les sens. Les messages religieux qui sont envoyés sont très complexes et mobilisent tous les sens, la vue, le goût, l'odorat, à l'image des grandes cérémonies religieuses de l'époque, où les prédicateurs faisaient des sermons, mais aussi montraient des images, organisaient de petites représentations théâtrales et parvenaient à toucher les fidèles. La première réaction était en général de pleurer. Frère Javier, franciscain au monastère de Guadalupe, veille sur les objets autrefois utilisés lors des cérémonies religieuses. La chapelle des reliquaires est elle aussi de style baroque. Encore aujourd'hui, quelques-unes des précieuses reliques sont sorties pour les grandes occasions. Nous sommes dans la chapelle de Saint-Joseph. Elle a été construite au XVIe siècle et décorée au XVIIe. Tous les meubles, ses coffres, ses bustes, bras et mains, renferment des os de martyrs. Enfin, ce qu'il en reste, puisque le monastère a été abandonné au XIXe siècle, sans parler des troupes napoléoniennes qui l'ont pillé. Alors, certaines reliques ont été endommagées, d'autres perdues. On a là également une pièce très intéressante. Il s'agit de la couronne de la Vierge. Elle est toute en platine et en pierres précieuses. Diamants, rubis, platine, elle pèse 6 kilos. Ce manteau est entièrement fait de perles. Il a été brodé par les moines. Ils élevaient les vers à soie, préparaient le fil, faisaient venir les perles d'Amérique et réalisaient ces merveilles.
Les pierres et les métaux précieux rapportés d'Amérique par les conquistadors arrivaient dans le port de Séville. La tour de l'or se dresse encore sur le Guadalquivir, le fleuve qui traverse la ville. À partir du XVIe siècle, c'est là qu'on entrepose le butin en provenance du Nouveau Monde. Au XVIe et XVIIe siècle, Séville est une ville marchande très prospère. Elle détient le monopole du commerce avec les colonies. Elle attire marchands, bourgeois et ordres religieux. Parmi les nouveaux arrivants se trouve un avocat d'origine portugaise dont le fils deviendra un des peintres baroques espagnols les plus renommés. Diego de Rodriguez de Silva y Velázquez voit le jour à Séville en 1599. Les Ménines est l'une de ses œuvres les plus célèbres. Au centre, l'infante Marguerite Thérèse. Velázquez se représente lui-même en train de peindre, tandis qu'un miroir à l'arrière-plan réfléchit les visages flous du roi et de la reine. À moins qu'il ne réfléchisse le tableau qu'il peint, représentant le couple royal. Un tableau dans le tableau? Velázquez manipule habilement notre perception, nous égare avec virtuosité. Le peintre se permet un autre coup d'éclat. Il peint les nains et les bouffons de cour avec la même application que l'infante. Il fait de ceux et celles qui divertissent la famille royale un portrait digne et sérieux. Velázquez est le peintre d'un roi et d'une monarchie. Sa peinture aborde la question de la représentation du souverain. D'un côté, elle touche à un thème très important à l'époque, à savoir celui de l'artiste comme peintre de cour dans son rapport avec son commanditaire. Et d'un autre côté, elle nous renseigne sur le rôle de l'artiste au service du roi. C'est une peinture très complexe. Elle reflète à la fois la vie quotidienne de l'artiste, son utilisation comme agent de la propagande royale et finalement la réalité de la monarchie. Comment peindre un roi? En 1622, à l'âge de 23 ans, Velázquez quitte Séville pour aller à Madrid étudier la collection de peintures de l'Escurial. Il désire entrer dans les bonnes grâces du nouveau roi, Philippe IV, âgé de 17 ans, le petit-fils de Philippe II. À l'Escurial, Velázquez admire des chefs-d'œuvre de l'art flamand et surtout italien, qui seront pour lui source d'inspiration. Le plus proche conseiller du jeune souverain, le comte-duc d'Olivares, prend le jeune peintre sévillan sous son aile. Ensemble, ils façonnent ce que l'on appellerait aujourd'hui l'image du roi. Velázquez exécute des portraits dans un style relativement dépouillé. Durant plus de 40 ans, il peindra le roi Philippe IV, l'avant-dernier Habsbourg sur le trône d'Espagne.
Les dernières années de sa vie, Velázquez se consacre au portrait du monarque, de sorte qu'un lien très particulier s'établit entre le souverain, la monarchie et le peintre. On s'en aperçoit à travers ses témoignages picturaux. Il montre à la fois la force et la faiblesse du roi, que seule la main géniale de Velázquez parvient à saisir. Ce sont des portraits de l'âme. Mais le roi est aussi un seigneur de guerre. Soucieux de maintenir l'hégémonie espagnole dans le monde, Philippe IV pratique une politique impérialiste. Il déclare la guerre à l'Angleterre et à la France. Il soutient ou impose le catholicisme pour souder tous les royaumes. Lors de la guerre des Flandres, qui dure plus de 80 ans, l'armée espagnole tente de résister à la volonté de sécession des provinces protestantes des Pays-Bas. Philippe IV n'hésite pas à utiliser la peinture pour glorifier ces batailles. Dans le tableau intitulé « La reddition de Breda », Velázquez illustre la victoire provisoire des Espagnols sur les Hollandais. À l'écart de la soldatesque, on découvre un visage qui rappelle les traits de Velázquez. Mais s'agit-il de lui? Cette étude d'un homme faisait partie de la succession du peintre. Si on la compare à ses autres autoportraits, il semble que le visage à l'extrême droite du tableau soit bel et bien celui de Velázquez. Les tableaux de Velázquez, dont la reddition de Breda, sont exposés depuis le XIXe siècle au musée du Prado à Madrid. Mais la notoriété de l'art espagnol a dépassé les frontières il y a à peine un siècle. En 1881, un historien de l'art allemand entreprend un long voyage au-delà des Pyrénées pour acquérir des œuvres. Wilhelm von Bode, le futur directeur général des musées nationaux de Berlin. En Espagne, il tient un carnet de voyage dans lequel il consigne l'achat d'un buste mystérieux, celui d'une Mater Dolorosa, une Pietà. Son journal de l'année 1881 est précieusement conservé aux archives centrales des musées nationaux de Berlin. Je crois qu'il a écrit quelque chose sur la sculpture. Regarde, là. Là, il est à Valladolid. Il se rapproche lentement du nord. Et ici, il a écrit Madrid. Il a fait des dessins, on dirait une procession. Il a sûrement visité le Prado et admiré les retables. Il a acheté la sculpture à un marchand d'art à la fin de son voyage, juste avant de repartir. Des actes de vente témoignent des sommes importantes qu'il faut alors débourser pour acheter des œuvres d'art espagnoles. La Mater Dolorosa de Pedro Roldán devient la coqueluche du public. D'après les anciens manuscrits que nous avons trouvés, tout le monde était en admiration devant cette sculpture. Elle était tellement vivante, avec ses larmes qui lui coulaient sur les joues. C'est une des rares sculptures en bois polychrome exposées dans une galerie allemande. C'est un vrai petit bijou que Bode a déniché.
Cette curiosité pour l'Espagne était sans doute due au fait que, disons les choses un peu crûment, l'Italie avait été complètement pillée. Après 1870-71, toute affinité avec la France avait disparu. C'était devenu un pays ennemi. Alors les historiens de l'art sont allés voir ailleurs. La Pinacothèque de Berlin possède une importante collection d'art baroque espagnol, dont une œuvre de jeunesse de Velázquez, 3 musiciens, peinte en 1616. L'art baroque a une intensité, une intimité, une immédiateté. Il est en prise directe avec le spectateur. C'est la force de cet art. Si les artistes espagnols du XVIIe siècle occupent une place privilégiée dans l'histoire de l'art européen, c'est parce qu'ils voulaient miser sur le pouvoir d'expression, la puissance évocatrice des tableaux. Nous avons des dessins de Madrid, des dessins de Séville, de Grenade, de Valence. C'est une collection très riche qui explique parfaitement le développement du dessin en Espagne au XVIIe siècle. Les dessins ont un côté magique. Ils sont l'expression de la pensée de l'artiste. L'artiste est seul devant une feuille blanche ou de couleur, comme ici. Il est seul avec son idée, sans être tenu de réaliser le souhait d'un mécène, d'un commanditaire. Les dessins de Ribera restent un mystère. C'est un artiste très complexe. Il a exécuté une série de têtes grotesques qu'on a découvertes ces dernières années. À notre connaissance, elles n'ont été dessinées que dans un seul but. Le plaisir de l'artiste à laisser libre cours à son imagination avec de nouveaux scénarios. Les artistes utilisent de nombreuses techniques, bien que dans le sud, par exemple en Andalousie, ils aient une préférence pour la plume et l'encre. Dans le dessin de Cano, il y a des traces de fusain. Il s'agit d'une première esquisse au fusain que l'artiste reprend ensuite à la plume et qu'il termine au pinceau, à la gouache, comme le montre aussi l'Assomption de Murillo. Le dessin de Murillo comporte une particularité. Il est signé Murillo tout en bas de la feuille. L'artiste considérait donc ce dessin comme une œuvre à part entière. Dans la famille baroque, Bartolomé Esteban Murillo est le peintre de genre. Dans les rues de Séville, il observe des enfants, des marchands, des artisans. Un marchand fortuné de la ville fait appel à lui pour réaliser son rêve d'œuvre d'art totale de style baroque. Murillo est un vrai Sévillan. C'est le fils d'un chirurgien barbier. On lui commande plusieurs tableaux destinés à l'église de l'hôpital de la Sainte Charité.
Comme il y a 300 ans, l'hôpital est aujourd'hui financé par les riches notables de la ville. Il est le siège d'une confrérie religieuse qui vient en aide aux personnes âgées, isolées et démunies. Enrique Valdivieso González est l'un des frères bienfaiteurs. Cet historien de l'art décrit l'église comme un grand théâtre baroque. La plupart des tableaux, ceux qui ont pour thème la voie de l'espérance et du salut, sont l'œuvre de Murillo. C'est un peintre agréable, élégant. Cette toile est l'une des plus célèbres du peintre. Elle représente justement la mission et l'engagement des frères de la charité. Elle les invite à suivre un exemple vertueux, celui de la reine Sainte Isabelle de Hongrie, connue pour avoir consacré une grande partie de sa fortune à soigner et nourrir les malades et les pauvres. Ce tableau illustre l'exemple que doivent suivre les frères de la charité. Soigner et guérir les pauvres. Ici à l'hôpital, et ensuite, comme on le voit dans la scène à l'arrière-plan, partager leur table avec eux. L'opulence de l'hôtel baroque n'est-elle pas contradictoire avec la notion de charité? Le fondateur de l'hôpital, un riche sévillan du nom de Miguel de Mañara, a dépensé une fortune pour le décor à l'esthétique baroque. La vocation de ces œuvres est de conforter les frères dans leur serment d'exercer l'amour du prochain. Toutes les sculptures, tous les tableaux, l'ensemble des éléments décoratifs de l'église ne sont pas à considérer comme des ornements. Ils transmettent un message et une idéologie. L'Immaculée Conception de Murillo. Cette Madone sur un croissant de lune s'inscrit dans cette démarche en incarnant la pureté et la chasteté. Disons qu'il est dans un état de conservation passable. C'est normal pour une œuvre du XVIIe. Même si elle a été exposée dans de bonnes conditions, elle nécessite de temps en temps une remise en état. Le vernis jaunit avec le temps, il s'oxyde et il faut commencer par l'enlever. Rien qu'en faisant ça, le tableau prend vie. Mais il faut aussi fixer la couche picturale pour éviter qu'elle ne se détache et éliminer les repeints qui ne se voient pas toujours à l'œil nu. Grâce à la photographie sous ultraviolet notamment, on voit parfaitement qu'il y a de nombreux repeints, c'est-à-dire les ajouts abusifs de peinture dans la zone du visage et sur les mains des angelots. J'ai déjà restauré plusieurs œuvres de Murillo. À l'évidence, il maîtrise parfaitement la technique et il prend un grand plaisir à peindre. Il a une peinture très fluide, avec une pâte épaisse, beaucoup de matière, mais il peint avec une certaine désinvolture. Ce qui ne veut pas dire qu'il donne des coups de pinceau à tort et à travers. Au contraire, il sait très bien ce qu'il fait, il est très méticuleux et son trait de pinceau est très précis. À l'hôpital de la Sainte Charité, Murillo côtoie un autre peintre qui rappelle aux frères leur devoir de générosité avec des images plus macabres. En 1672, Juan de Valdés Leal peint un tableau intitulé Finis Gloriae Mundi, fin de la gloire terrestre. Ce tableau peut-il être interprété comme le signe annonciateur de la fin de l'âge d'or? Ces tableaux sont probablement parmi les plus terribles qu'on ait jamais peints en Occident.
Ils appartiennent à un genre pictural appelé vanité. La vanité nous rappelle ce qu'on vient d'évoquer, la brièveté de la vie, l'impossibilité d'accumuler les plaisirs, les jouissances. Naturellement, pour impressionner les frères de la Sainte Charité, il peint cette effroyable mort qui élimine l'être humain. Elle lui ôte la vie, mais aussi le pouvoir, la richesse, la beauté, les plaisirs sexuels, tous les plaisirs. Le tableau représente une balance. D'un côté, les 7 péchés capitaux. Le bouc symbolise l'avarice, le chien, la colère, le paon, l'orgueil. Sur l'autre plateau de la balance, les vertus chrétiennes. Le chapelet incarne la prière, le pain, la distribution de nourriture aux pauvres, et le crucifix hérissé de clous, la pénitence. Paradis ou enfer? La main qui tient la balance est celle du Christ. À l'époque, on croit par ce qu'on ressent. Et ceux qui conçoivent ces vastes programmes iconographiques ont une véritable stratégie de communication. Nous devons imaginer que nos souvenirs sont liés à la douleur, à l'expérience de la souffrance, à travers les sens. À l'époque, on croyait que c'était la seule façon d'émouvoir les gens. Au milieu du XVIIe siècle, l'âge d'or espagnol amorce son déclin. Le Guadalquivir s'ensable et Séville perd son monopole commercial avec les colonies. En 1649, une épidémie de peste éclate. Elle sévira durant 1 an et décimera la moitié de la population. À Madrid, la monarchie s'affaiblit. Philippe IV est le dernier souverain espagnol à gouverner un empire. Son règne est marqué par la chute de la démographie, conséquence de plusieurs décennies de guerres, de famines et d'épidémies. Les conflits territoriaux et religieux ont vidé les caisses de l'empire et entraîné une série de banqueroutes. Durant les guerres napoléoniennes, le palais du Buen Retiro à Madrid est presque entièrement brûlé. Aujourd'hui, il ne reste que le salon des royaumes, mais il est vide. Le décor original du plafond évoque l'époque où l'Espagne dominait le monde et possédait de nombreux royaumes. Le Mexique, la Sicile ou les Flandres, entre autres. Certains des tableaux dont nous avons parlé ornaient jadis le salon des royaumes. Des tableaux de bataille grand format ou des portraits de la famille royale, peints par Velázquez ou Zurbarán. Sur fond de crise politique et d'inquisition, l'art a connu un épanouissement exceptionnel.
La monarchie moribonde l'a-t-elle utilisé comme un moyen de jeter ses derniers feux? Les artistes dont les compositions nous sont parvenues ont produit des œuvres authentiques et originales. L'art du siècle d'or espagnol continue de nous impressionner par sa dimension tragique et son réalisme. Je me plais à imaginer que ceux qui ont réalisé ces œuvres voulaient toucher les spectateurs au-delà de leur époque. Ils s'attendent peut-être à me voir sourire à la lecture de Don Quichotte, éprouver de la peur devant un tableau de Valdés Leal, ou bien une certaine quiétude devant une toile de Murillo. Imaginez qu'ils ont pensé à ma respiration, à mon ressenti il y a 300 ans, c'est quelque chose de réellement merveilleux. La seconde moitié du XVIIe siècle voit toute une génération d'artistes s'éteindre. Lorsque nous pensons à l'âge d'or espagnol, c'est à eux que nous pensons. Aux exigences de leurs riches et puissants commanditaires, les artistes ont su ajouter leur touche personnelle. Une immédiateté qui témoigne de leur époque tout en restant intemporelle.